Je leur ai tout consacré. 20 ans de labeur et de sueur en Arabie Saoudite, je suis rentré chez moi en espérant que nous serions ensemble dans la maison dont nous avions rêvé. Mais nos 10 millions d'économies à la banque ont disparu. Désolé, cela a déjà été dépensé, a dit ma femme. Il souriait encore. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le titre original du terrain où se trouve notre maison était à mon nom seul. Je suis Elena Ramos, ou plus connue aujourd'hui sous le nom de Luna Ramos. J'ai maintenant 35 ans, une ancienne simple étudiante en design graphique, mais désormais Nanan Estrella Capital. Je vis dans un penthouse luxueux au 50e étage de la tour Juan Ayala, au cœur de Makati. Ma vie est calme, ordonnée et pleine d'espoir avec mon fils de 5 ans, Pio. Pio est toute ma vie, la lumière qui colore chacun de mes matins. Son sourire suffisait à me faire oublier toute l'amertume du passé. Un après-midi, alors que Pio et moi jouions dans le salon, mon téléphone a soudainement sonné. J'ai vu le nom sur l'écran et j'ai eu l'impression qu'un courant électrique froid traversait mon corps. C'est Marco Diaz, mon ex-mari. Cela fait 5 ans que nous ne nous sommes pas parlé, depuis notre rupture. Sa voix, autrefois remplie d'amour, avait maintenant un soupçon d'arrogance. Elena, a-t-il salué, plein d'arrogance. J'ai un nouveau mari, et il veut rencontrer mon ex-femme à ton dos. Il a rouvert la vieille blessure que j'avais cachée au plus profond de mon cœur pendant longtemps. Mais je suis resté calme. Je ne l'ai laissé voir aucun effet de ses paroles. Je lui ai répondu par une profonde inspiration, « D'accord, Marco, si tu veux. Mais je n'habite plus à ton dos. » Je pouvais sentir son choc à l'autre bout du fil, mais il l'a vite caché. « Où es-tu maintenant » a-t-il demandé. J'ai donné l'adresse de la tour Juan Ayala. Je pouvais percevoir sa surprise, mais il a accepté. Je lui ai dit que je les rencontrerais demain après-midi vers 14 h. C'est une invitation pleine de tentations cachées, un défi auquel je me prépare depuis longtemps. Le lendemain, à 14 h précises, l'interphone a sonné. J'ai vu Marco et sa nouvelle femme Sofia sur l'écran. Sofia est jeune, probablement autour de 28 ans, et vient manifestement d'une famille d'hommes d'affaires de Sébu. Leur visage était plein de vantardise, pensant qu'ils étaient les riches et que j'étais la pauvre. Leur regard semblait chercher la moindre trace de souffrance sur mon visage. Je les ai laissés entrer. Mon appartement est spacieux, lumineux et rempli d'art et de design contemporain, mais ils ne l'ont pas remarqué. Leurs yeux étaient fixés sur moi comme s'ils s'attendaient à voir une femme débraillée ou peut-être juste une domestique. « Waouh, c'est magnifique », a dit Sofia avec une pointe de sarcasme dans la voix. « Peut-être que tu gagnes beaucoup en tant qu'aide dans cet endroit. » « Elena, quel est le montant de ton loyer ici ?» Je souriais simplement, mais mes yeux étaient calmes et pleins d'observation. Je les ai laissés être heureux de leurs imaginations. Ils ont parlé de leurs entreprises, de leurs voyages à l'étranger et de leur maison parfaite. C'était comme s'ils rendaient visite à une parente pauvre et que j'écoutais tranquillement, mais tout avait changé. Pio, qui venait de se réveiller, est arrivé en courant par derrière. Son visage était aussi beau que celui d'un ange et ses yeux pétillaient de joie. « Maman !»« Je te cherche !» a-t-il crié en courant vers moi comme s'il était poursuivi par un monstre. Soudain, toute la pièce est devenue froide. Le regard de Marco s'est figé sur Pio. L'enfant a un front large, des yeux étroits et un nez pointu, une copie conforme de lui quand il était jeune. La couleur de la peau, la forme des lèvres, tout crie le nom de Marco. Marco était accablé. La couleur de son visage est devenue pâle comme s'il avait vu un fantôme. Il ne peut pas parler. Sofia est devenue pâle et m'a regardé avec surprise. Ses yeux cherchaient une explication ou un démenti, mais elle n'en a trouvé aucun. J'ai marché vers la fenêtre et j'ai regardé la vue sur Makati en bas. Tout était calme, pas de bruit, pas de mouvement. En partant, ils ne pouvaient plus parler. Leur visage était rempli de dégoût et de choc. Ils sont partis sans dire au revoir, comme des traîtres poursuivis par leurs démons. J'ai regardé leurs ombres disparaître par la porte. J'ai ressenti une profonde inspiration et une libération. Mais ce n'est pas le vrai plaisir. Ce n'est pas la vengeance que beaucoup attendaient. Ce n'est pas un type de tristesse ou un échec. Ce n'est que maintenant que j'ai senti que le pardon n'était pas seulement pour eux, mais pour moi-même. Mais pour comprendre pourquoi je suis devenu ainsi, nous devons revenir dans le passé il y a 7 ans. Nous devons revenir au début de mon histoire. À l'époque, j'étais Elena,
une femme qui croyait au conte de fées selon lequel chaque épreuve a sa récompense correspondante et chaque histoire d'amour a une fin heureuse. Je n'avais que 28 ans à l'époque. Étudiante en design graphique à Manille issue d'une humble famille de Bicol, Manille était pour moi un rêve, une grande toile pleine de possibilités et l'amour était la plus belle chose au monde. Un jour, lors d'une exposition d'art à Makati, nos regards se sont croisés. Marco Diaz, il est le fils d'une famille aisée, propriétaire de Diaz Global Import Corp. Il était grand, beau, et ses paroles étaient comme des chansons coulant dans mes oreilles. Il n'est comme aucun autre homme que j'ai rencontré. Il m'a dit que mon âme était profonde. Contrairement aux autres femmes, Elena, ta voix est pure, pleine de promesses. Ton âme est profonde. Tu n'es pas n'importe qui. Je suis tombé complètement dans son piège. Mon cœur était plein d'espoir. Mon esprit a été transporté dans un monde fantastique. Même si j'avais quelques inquiétudes concernant la différence de notre statut social, j'ai choisi de l'ignorer. L'amour, dans mon esprit, transcende toutes sortes de barrières. Quelques mois ont passé et il m'a demandé en mariage. Mon cœur a failli bondir de joie. Tant que je suis avec toi, je n'ai besoin de rien d'autre. Ces paroles semblaient être une incantation, une douce promesse. Je te protégerai. Nous affronterons le monde ensemble. Notre mariage était luxueux. Il a eu lieu dans une église célèbre et la réception s'est tenue dans un grand hôtel de Quezon City. Je croyais être Cendrillon et avoir trouvé mon prince. Mais j'avais tort. Il s'avère que le conte de fées n'est pas vrai. La fin heureuse n'était que le début de mon cauchemar. Après notre lune de miel, la vraie vie a commencé. Notre maison était un grand manoir à Green Hills, Quezon City, mais c'était comme un piège doré. Aline Remedio, la mère de Marco, a montré son vrai visage. Lors de notre premier dîner, elle souriait, mais ses yeux étaient sans émotion, pleins d'amertume. Ses paroles n'étaient pas tranchantes comme un couteau, mais elles étaient plus douloureuses que cela. Chaque commentaire ressemblait à un coup porté à mon caractère, à ma dignité. « Tes parents ne t'ont-ils pas appris à servir tes aînés » demandait-elle en goûtant le café que j'avais préparé. « Ce n'est pas du café, c'est de l'eau colorée. » Chaque matin, avant même que je ne me réveille, elle donnait des ordres du nettoyage de la maison au repassage des vêtements, en passant par l'entretien du jardin et la préparation de son plat préféré. « Tu as l'air d'une fille de province. Cette maison perd de sa classe à cause de toi. » Ces paroles étaient comme une ombre me suivant dans chaque coin du manoir. J'ai essayé d'être parfaite. J'ai essayé de faire tout ce qu'elle voulait. Mais cela ne semblait toujours pas suffisant. Ses yeux trouvaient toujours à redire à chacun de mes mouvements, chacune de mes paroles. Au début, Marco essayait de me défendre. Maman, Elena et ma femme, étaient sa faible résistance, mais elle s'éteignait aussi rapidement devant le regard acéré d'Aline Remedio. Finalement, il a choisi le silence. Il a choisi d'éviter les ennuis. Chaque soir, il me serrait dans ses bras et murmurait « Chérie, je suis désolé pour maman. Elle n'a qu'un enfant. Tu es la femme, tu dois te sacrifier pour la famille. » Ces paroles n'apportaient aucun réconfort, mais un rappel douloureux de ma condition. Ces étreintes n'apportaient aucune protection, mais une contrainte étroite. Par amour pour Marco et par peur de perdre la nouvelle famille dont je rêvais, j'ai choisi de me battre, mais pas pour me défendre. J'ai choisi de me battre en acceptant, en étant silencieuse et en étant une ombre dans leur grande maison. Mon histoire de Cendrillon était brisée, mais je m'accrochais encore à l'illusion de l'amour, une illusion qui dévorait lentement mon âme. 2 ans ont passé. Je suis resté à l'intérieur du manoir doré de la famille Diaz, une ombre dans leur grande demeure. Mon silence est devenu un consentement, une permission pour Marco de faire ce qu'il voulait. Mon espoir qu'un jour il voie mon amour et ma patience s'estomper lentement comme une bougie qui manque progressivement de lumière. Marco a commencé ses trahisons ouvertement. Il rentrait le soir en sentant l'alcool et avec un soupçon d'un parfum qui n'était pas le mien. Chaque fois que j'essayais de poser une question, il me criait dessus. « Pourquoi poses-tu tant de questions ? Je travaille et je socialise. En tant que femme, il est de ton devoir de t'occuper de la maison. Ne te mêle pas de mes affaires. » Ces paroles étaient comme un coup de poing dans ma poitrine. Mais je ne pouvais rien faire d'autre que pleurer en silence la nuit. Un jour, j'ai parlé à Aline Remedio, espérant trouver compréhension et soutien, mais elle a juste souri amèrement.
Ces paroles étaient comme un poison qui se propageait lentement dans mon organisme car elle savait que le problème venait de Marco. Mais Marco m'a forcé à me taire, il a rejeté toute la faute sur moi. Est-ce toi, Elena? C'est pour ça qu'il regarde ailleurs. C'était la douleur la plus intense que j'ai jamais connue. Ma personnalité semblait être poignardée, ma féminité semblait être piétinée. 2 ans et demi s'étaient écoulés depuis notre mariage. Un jour, quelques jours seulement après notre anniversaire, Marco est rentré à la maison avec une enveloppe. Elle contenait les papiers du divorce. Tu n'auras rien, Elena, sa voix était froide, sans aucune pitié. La maison, l'entreprise, tout est à moi. Tu n'as aucun bien. Il m'a regardé avec de la colère dans les yeux. Tu es inutile. Tu es stérile. Tu vieillis. Ces paroles étaient comme des sauterelles frappant mon cœur. J'ai trouvé quelqu'un 1000 fois mieux que toi, plus jeune, plus belle, et surtout, capable de me donner un enfant. Il m'a forcé à signer. Je ne pouvais rien faire d'autre que pleurer. En un instant, tout a disparu, mon espoir, mon rêve, ma famille. Je ne savais pas où j'allais. Ils m'ont forcé à partir avec seulement une petite valise. J'ai marché dans les rues de Quezon City sans direction. Mon esprit était vide, mon cœur était rempli de douleur. Je ne pouvais pas appeler mes parents à Bicol, j'avais honte. Je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent. Je me suis retrouvé dans une petite chambre sombre et humide à Tondo, métro Manila. Elle ne mesurait que 10 mètres carrés. Mes journées étaient remplies de désespoir. Mes nuits étaient remplies de larmes et de questions sans réponse. J'ai pensé au suicide, je pensais que tout était fini. Mais environ 2 semaines après mon départ, j'ai commencé à me sentir bizarre. Je me fatiguais vite et je vomissais souvent. J'ai acheté un test de grossesse dans une pharmacie. Quand j'ai vu les 2 lignes, mon monde a soudainement changé. Je portais une personne. Mes larmes ont coulé à nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie et d'espoir. Au milieu de ma douleur et de ma souffrance intense, une lumière a brillé. Je ne le dirai pas à Marco jamais. Cet enfant est le mien. Il est ma lumière, mon espoir et ma raison de vivre. Je dois vivre, pas seulement vivre, mais bien vivre pour ce petit ange. Je n'abandonnerai plus. Je ne faiblirai plus. Pour lui, je me battrai. Dans une petite chambre à Tondo, ma nouvelle vie a commencé, une vie pleine d'épreuves et de chagrins, mais avec un grand espoir. La superficie de mon logement n'était que de quelques mètres carrés. C'était froid, sombre et ça sentait la terre bien loin du grand manoir où j'habitais. La vie à Tondo, Manille, n'était le rêve de personne. C'était un combat chaque jour, chaque heure. Je me suis forcé à me battre pour lui avec la petite vie qui grandissait dans mon ventre. Pendant les 9 mois de ma grossesse, j'ai travaillé sans arrêt. De la vaisselle dans un restaurant pendant 10 à 12 heures par jour dans la chaleur de la cuisine, je ne gagnais qu'une misère. Mes mains qui avaient l'habitude de dessiner étaient maintenant rugueuses par le savon et l'eau, pleines de callosité. Puis j'ai essayé de vendre du pain et des collations à partir d'une charrette, marchant sous le soleil brûlant et la pluie battante. Dès 3 heures du matin, les regards des gens me faisaient dresser les cheveux sur la tête, la moquerie d'une femme enceinte vendant dans la rue. Il y avait des jours où il n'y avait aucune vente. Mes larmes tombaient avec les gouttes de pluie, mais je ne pouvais pas pleurer. Je ne pouvais pas abandonner. Pour lui. Chaque soir, je ne mangeais que des nouilles instantanées pour pouvoir économiser chaque centime pour mon enfant. Chaque moment était un sacrifice, mais c'était un sacrifice que j'étais prête à faire sans hésitation. Le jour est venu où j'ai donné naissance à mon fils, Pio, dans un hôpital public de Manille. Personne n'était là, aucun parent. J'avais juste assez d'argent pour un accouchement normal. Mais quand je l'ai entendu pleurer, toute la douleur et la fatigue ont disparu. Il était ma lumière, il était mon monde. La vie après l'accouchement a été encore plus dure. Dans notre petite chambre, je me suis occupé de lui seul. Pas d'aide, pas de repos. Mon corps était si fatigué et mon esprit était rempli d'inquiétude. Quand Pio n'avait que 2 mois, il a eu une très forte fièvre. Son corps était brûlant et il avait des difficultés à respirer. Je tremblais de peur. Je l'ai serré fort contre moi et j'ai couru dehors sous le soleil de Tondo, cherchant un taxi. J'avais l'impression de n'avoir personne au monde, j'étais seul. Alors que je courais, une voiture de luxe noire s'est arrêtée devant moi.
Je n'ai pas remarqué qui était le conducteur parce que mon esprit n'était concentré que sur la situation de Pio. La vitre s'est baissée et j'ai entendu une voix familière, « Elena ?» J'ai regardé l'homme. Angelo Serrano était mon meilleur ami à l'université. Il était parti en Amérique pendant longtemps et avait maintenant entre 35 et 38 ans. Son visage était plein de choc et ses yeux montraient tant de compassion et d'inquiétude. Il nous a immédiatement installés dans sa voiture et nous a emmenés au centre médical Saint-Luc, un hôpital international de premier plan à Manille. Aux urgences, je lui ai raconté tout ce que j'avais traversé, toute la douleur, toute la trahison, tout le chagrin d'amour. Angelo était furieux, mais il est resté calme. Je n'aurais jamais pensé que tu traverserais ça, sa voix était profonde, pleine de regrets. Je ne te donnerai pas d'argent, Elena. Je te donnerai quelque chose de plus important, une chance. Une chance de te relever. Une chance de récupérer tout ce qui t'a été pris. J'ai regardé Pio, qui dormait profondément dans son lit d'hôpital. Ses petites mains tenaient mon doigt. Dans ces moments-là, j'ai su que c'était le début. C'était le début de mon rétablissement. C'était le début de ma nouvelle vie. J'ai serré Pio fort contre moi et j'ai accepté l'offre d'Angelo. C'était comme si une étoile avait brillé au milieu de mes ténèbres. Avec l'aide d'Angelo, ma renaissance a commencé. Il a loué un appartement avec service à Bonifacio Global City pour moi et Pio. Une nounou et une gouvernante m'aidaient à m'occuper de Pio pendant que j'étais entièrement concentré sur mes études. Ton travail maintenant n'est pas de changer les couches, mais d'étudier, m'a dit Angelo avec un sourire aux lèvres. Angelo, qui est maintenant le président d'Estrella Capital, un grand fonds de capital risque à Manille, est devenu mon mentor. Je me suis inscrite à des programmes pour cadres à l'Ateneo et à l'IM. J'ai suivi des cours de finance, de gestion de projet, de marketing stratégique et de droit des affaires. Chaque soir, je lisais des livres, j'analysais des rapports et j'essayais de combler toutes les connaissances manquantes. Je suis devenu l'ombre d'Angelo. Je l'accompagnais à ses réunions, lors des négociations avec les partenaires, et j'apprenais comment il analysait chaque projet. Il m'a appris à lire l'ennemi, à voir chaque faiblesse et chaque force. Les affaires ne sont pas seulement une question d'intelligence, Elena, était son conseil. Cela demande aussi du courage et, parfois, un peu de cruauté. Et surtout, ne montre pas ta faiblesse. Mon intelligence qui avait été cachée a progressivement émergé. À un moment donné, j'ai vu une faille dans le modèle d'affaires d'une entreprise de commerce électronique que toute l'équipe d'Angelo n'avait pas remarqué, un risque énorme pour le flux de trésorerie. Angelo était surpris et fier de moi. Je savais ce qu'il allait faire. Tu es né pour ça, Elena. Après 6 mois d'études et de formation intensive, Angelo m'a confié ma première grande mission, sauver Pixel Play Studio, une start-up de jeux mobiles qui était au bord de la faillite. J'ai accepté le défi sans hésitation. J'ai travaillé jour et nuit. J'ai restructuré l'entreprise, de la finance à la culture. J'ai réduit les coûts inutiles, négocié avec les créanciers et inspiré la jeune équipe. Je leur ai dit que nous ne vendions pas seulement des jeux, mais des expériences de rêve, un monde plein de possibilités. En seulement 6 mois sous ma direction, Pixel Play Studio s'est non seulement remis de la crise, mais a également connu un grand succès avec un jeu amélioré et une nouvelle stratégie marketing. De la faillite, Pixel Play Studio a gagné beaucoup d'argent. Le succès de Pixel Play Studio a porté mon nom dans le monde des startups à Manille. C'est là que j'ai ressenti le vrai pouvoir. C'est là que je me suis senti capable. À ce moment-là, j'ai pris ma décision finale. Je n'étais plus Elena Ramos. La vieille Elena était morte. Elena Ramos est morte et Luna Ramos est née. J'ai présenté une nouvelle image. J'ai coupé mes cheveux courts, j'ai porté des vêtements de bureau qui montraient mon pouvoir, et j'ai appris à utiliser mes yeux pour exercer une influence. Je n'étais plus la fille tranquille qui se contentait d'écouter, j'ai appris à parler avec force et logique. J'ai vendu Pixel Play Studio pour un bénéfice important et j'ai utilisé ce capital pour créer ma propre entreprise, Estrella Capital. Je voulais être une stratège d'affaires, pas seulement une investisseuse. Je voulais faire une différence. Ce fut le début de mon règne. Les années qui ont suivi ont été comme un tourbillon de travail et de succès, une transformation rapide qui semblait effacer toute l'amertume du passé. Sous le nom de Luna Ramos, Estrella Capital a grandi très rapidement. Elle est devenue une force reconnue et respectée dans le monde des affaires philippin.
nous ne sommes plus seulement une société de capital risque ordinaire, nous sommes devenus un symbole de la capacité à relancer des entreprises au bord de la faillite et à les transformer en empires solides. Chaque projet que nous avons géré s'est transformé en or. Chaque entreprise dans laquelle nous avons investi a connu une croissance exponentielle. Le nom de Luna Ramos est devenu un symbole de succès, une légende mentionnée dans chaque recoin de l'industrie. J'ai atteint une vie pleine de luxe et de célébrité, un monde que je n'aurais jamais pensé atteindre. J'ai toutes les choses dont j'ai rêvé autrefois, des choses que je pensais autrefois impossibles. Mais plus que toutes les choses matérielles, ce qui est le plus important pour moi, c'est ma capacité à donner à Pio une enfance heureuse et prospère. Chaque décision que je prends, chaque effort que je fournis au travail, est pour lui. Mon achat d'un penthouse à One Ayala Tower à Makati n'est pas pour me vanter ou pour montrer à qui que ce soit ce que j'ai accompli. C'est pour prouver ma position dans la société et, surtout, pour donner à Pio un bon foyer, un refuge sûr et un avenir plein d'espoir. Pio a grandi entouré d'amour et de soins dans un monde loin de la pauvreté et du chagrin que j'ai connu. Il a étudié dans la meilleure école internationale où il a appris non seulement les leçons des livres, mais aussi la valeur des bonnes manières et de la camaraderie. Il était soigné par une nounou aimante et digne de confiance, mais par-dessus tout, il était toujours sous mon amour. Son sourire était ma force, son rire était ma musique. Chaque fois que je le voyais heureux, toute ma fatigue disparaissait. Chaque soir avant qu'il ne s'endorme, je lui racontais des rêves d'aventures de héros. Au milieu de tout cela, il y avait un secret que je gardais, un poids sur mon cœur. C'était la vérité sur le père de Pio. Pour lui, pour protéger son enfance et son âme, j'ai inventé une histoire. Son père était un pilote courageux qui a donné sa vie lors d'une mission pour aider les autres. Un héros dont il devrait être fier. Sa photo, un montage d'un pilote courageux, est accroché à notre mur, un sourire plein de promesses et de courage. Chaque fois que Pio m'interroge sur son père, je dépeins l'image d'un héros dans son esprit, un père dont il devrait être fier, une inspiration. Mais avec chaque histoire, il y a une partie de mon cœur qui demande, quand dirai-je la vérité à Pio? Comment expliquerai-je toute l'amertume et la douleur du passé? C'est une responsabilité que j'ai portée, un fardeau que j'ai nourri, une décision qui semble dépendre de la croissance et de la compréhension de mon fils. Angelo, mon meilleur ami et partenaire d'affaires, a continué d'être un pilier solide dans ma vie. Il n'est pas seulement un excellent conseiller en affaires, mais un ami de confiance qui est toujours prêt à écouter et à soutenir. Il comprend mes peines, mes peurs et mes rêves. Sa présence apporte la paix dans mon monde, un rappel que je ne suis pas seul. Parfois, des nouvelles arrivent au sujet de Marco. Par de vieilles connaissances, j'apprends que sa vie se passe bien. Mon ton de voix devient plus objectif avec une pointe de dédain, il n'est plus en colère. Il est toujours marié à Sophia Rez, et leur entreprise, Diaz Global Import Corp, se développe grâce au soutien de la famille de sa femme. Ses succès semblent ne pas avoir été mérités mais hérités. Il apparaît souvent dans les journaux et les magazines. Il se vante de sa richesse et de son mariage parfait. Son sourire est plein d'arrogance. Il ne sait pas que tout ce dont il se vante semble devoir s'effondrer un jour. Il a complètement oublié mon existence, croyant que je vis toujours dans la pauvreté, dans l'obscurité de ton dos. Je n'y prête plus attention. Nos vies sont comme deux lignes parallèles qui ne se rencontreront jamais et du moins, c'est ce que je pense. Mais je sais que la roue du destin continue de tourner, et que chacun fera face aux conséquences de ses choix. Mon cœur est plein de paix, mais en dessous, il reste une pensée. Je sais que le jour viendra où nous nous rencontrerons, nos chemins se sont croisés à nouveau et ce jour-là, j'étais prête à affronter n'importe quel défi. Au milieu de ma vie calme et ordonnée, alors que j'avais enfin atteint la paix que j'avais longtemps cherchée, soudain, un événement a tout ébranlé. C'était le défi du destin, une épreuve qui semblait avoir été préparée pour moi et à laquelle je ne m'attendais pas. Un matin, alors que je lisais des rapports et planifiais pour Estrella Capital, mon téléphone a sonné. La voix d'Angelo à l'autre bout du fil était pleine d'enthousiasme et d'excitation, comme s'il apportait une grande nouvelle. « Luna, nous avons un gros projet à examiner », a-t-il dit, sa voix étant presque un murmure de joie. Une entreprise voulait s'étendre et avait besoin d'un partenaire stratégique solide. C'était une bonne opportunité pour Estrella Capital. Je pouvais ressentir son excitation, et à ce moment-là, je me suis aussi intéressé. Chaque nouveau projet était un défi, une occasion de prouver notre capacité à étendre davantage notre influence dans le monde des affaires. Il m'a envoyé les documents détaillés du projet.
En ouvrant le fichier sur mon ordinateur portable, une sensation étrange m'a envahi. C'était comme si quelque chose battait dans mon cœur, un avertissement, un signe. Quand j'ai vu le nom de l'entreprise, j'ai eu froid. Mes mains étaient presque hors de contrôle, Diaz Global Import Corporation. Le nom que j'avais gardé dans le coin le plus profond de mon esprit depuis si longtemps était maintenant devant moi. Et le nom du directeur général n'était autre que Marco Diaz, mon ex-mari. Mon monde a semblé s'arrêter. Le bruit de manille à l'extérieur de mon pantouse a disparu. Tout ce que je pouvais entendre était le son de ma propre respiration. Les souvenirs ont commencé à défiler dans mon esprit comme un vieux film que l'on repasse, ses paroles douces, sa trahison, ses mots blessants. Mon cœur me semblait lourd. Ma gorge me semblait bloquée. C'était comme si un souvenir du passé était revenu, un fantôme que je pensais mort depuis longtemps se relevait maintenant. Mes émotions sont devenues chaotiques. Une partie de moi voulait immédiatement rejeter le projet, dire à Angelo que je n'étais pas intéressé. Nous avons fait du chemin, je n'ai pas besoin de rouvrir le vieux fil conducteur. Je veux éviter tout lien avec le passé, surtout s'il s'agit de Marco. Mais il y a une force étrange qui me pousse, une voix en moi qui dit que je dois affronter cela. C'est peut-être de la curiosité, une étrange moquerie du destin. C'est peut-être un défi que je ne peux refuser, un test que je dois surmonter pour être enfin libre. Angelo a remarqué mon hésitation. Sa voix était pleine d'inquiétude, ses yeux interrogateurs. Y a-t-il un problème, Luna? Est-ce que tu les connais? Sa question a semblé transpercer mon esprit. Elle a apporté de la lumière au milieu de ma confusion. Au lieu de tout dire, j'ai simplement répondu par une profonde inspiration. Ma voix était presque un murmure, nous avons un passé. Il n'a pas posé plus de questions. Il savait que quand je disais cette phrase, il y avait une histoire profonde derrière. Notre amitié s'est bâtie sur la compréhension et la confiance, et je savais qu'il respecterait ma décision, quelle qu'elle soit. Je n'ai pas bien dormi pendant des jours. Mon esprit était plein de questions et de possibilités. Devrais-je rouvrir les blessures du passé? Si j'affronte Marco, ne serait-ce pas juste de la vengeance? Cela n'affecterait-il pas Pio, mon fils, que j'ai toujours protégé? Chaque décision que je prends a un impact, et je dois m'assurer que tout ce que je fais est pour le bien de mon fils. Mais en y réfléchissant, j'ai fini par comprendre. Il ne s'agit plus seulement de Marco. Il ne s'agit plus seulement de vengeance. Il s'agit pour moi de fermer un chapitre de ma vie et de trouver la paix en moi-même. Il s'agit d'affronter mes peurs et mes chagrins, de me prouver que je suis plus forte maintenant qu'avant. Chaque douleur que j'ai vécue m'a façonné, et il est maintenant temps de lui montrer les conséquences de sa trahison. Finalement, j'ai pris ma décision. Ma voix était ferme, pleine de détermination. Il n'y avait aucune trace d'hésitation, aucun doute. J'accepterai le projet, ai-je dit à Angelo, mes yeux le regardant droit dans les yeux. Il était temps de faire face au passé. Et c'était la raison de l'appel l'autre jour, l'appel qui a ouvert un nouveau chapitre dans la partie d'échecs. Cette rencontre n'était pas seulement une opportunité mais un défi du destin que je devais relever. Je devais lui montrer qui j'étais maintenant et à quel point j'étais forte. J'ai commencé à me préparer non seulement pour le projet, les chiffres et les stratégies, mais aussi pour la confrontation à venir. J'avais donné pour instruction à mon équipe d'Estrella Capital d'analyser chaque détail de Diaz Global Import Corp, chaque faiblesse, chaque force. Je voulais tout savoir. J'étais maintenant le joueur principal, et je déciderais de la fin de cette partie. Mon cœur était plein d'espoir mais aussi teinté de peur. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice, une façon d'équilibrer les roues du destin. Le passé ne peut être effacé, mais il peut être affronté et terminé avec dignité et force. Le jour des comptes était arrivé, un jour que j'avais longtemps préparé, un jour que j'avais longtemps attendu. Le ciel était calme et le soleil brillait intensément à Makati, mais dans mon cœur, une tempête d'émotions menaçait. L'air semblait instaurer une tension étrange, prélude à une fin qui n'avait que trop tardé. Marco Diaz, avec un regard confiant et un large sourire aux lèvres, conduisait sa Porsche rouge vers le grand immeuble d'entreprise à Makati. La voiture, brillant au soleil, semblait refléter sa fierté et sa conviction d'être le plus puissant. Dans ses yeux, on pouvait lire de l'arrogance, mais en dessous, il y avait une trace d'inquiétude ou une petite fissure dans son masque de certitude. Il était loin de se douter que sa royauté était sur le point de prendre fin et que son royaume était sur le point de s'effondrer.
Chacun de ses mouvements semblait faire le bruit d'une arrogance qui serait finalement la cause de sa chute. Marco entra dans la salle de conférence, une pièce spacieuse pleine de technologie et de design moderne. Le panel d'examinateurs et de partenaires était déjà là, avec des visages sérieux attendant sa présentation. Avant même qu'il ne puisse s'asseoir, il fut informé que la décision finale pour le projet Makati Zenith viendrait d'Estrella Capital, représentée par une femme mystérieuse qui venait de rentrer de l'étranger avec une réputation de génie des affaires. Marco sourit simplement, d'un regard plein de négligence. Dans son esprit, elle n'était qu'une femme facile à impressionner et à tromper. Son mépris envers moi finira par le détruire. Soudain, la porte de la pièce s'ouvrit. Le bruit de l'ouverture sembla être un signal, un commencement. Moi, Luna Ramos, je suis entré dans la pièce vêtue d'un tailleur bleu marine qui épousait parfaitement ma silhouette. Mes talons au Christian Louboutin marquaient un rythme sur le sol en marbre. Chaque pas semblait être un marteau frappant le silence. Mes cheveux étaient courts et mon visage sans émotion, mais mes yeux étaient vifs et pleins de détermination. Je n'ai pas regardé Marco. J'ai marché droit vers le siège du président, la position la plus haute de la table, comme s'il s'agissait de mon trône. Le sang de Marco se glaça. Il devint pâle. Ses yeux s'écarquillèrent de choc et d'incrédulité. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, mais aucun mot n'en sortit. Il était complètement stupéfait en me voyant à la femme qu'il avait laissée dans la pauvreté, la femme qu'il avait torturée, la femme qu'il pensait morte. Maintenant, elle était là et plus puissante que lui. Son ex-femme, sa victime, était maintenant là en tant que juge. Tout son être sembla s'effondrer en un instant. Après m'être assise, je me suis lentement tourné vers lui. Mes yeux étaient calmes, mais en dessous, un feu brûlait. J'ai esquissé un sourire froid, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux, et j'ai parlé clairement et fermement. Chaque mot était comme de la glace tombant sur son cœur. Bonjour, Monsieur Diaz. Je suis ravi de vous revoir. Je suis Luna Ramos, PDG d'Estrella Capital et partenaire stratégique de ce projet. Ce fut le second coup pour Marco. Le nom était Luna Ramos, le nom que son détective avait mentionné. Le nom de la femme qu'il craignait maintenant était la femme qu'il avait chassée. Son visage devint pâle comme s'il avait vu un fantôme. Sa respiration devint lourde. Son cœur sembla s'arrêter de battre. Tout son être sembla s'effondrer en un instant comme un château de sable balayé par les vagues. Je n'ai pas attendu sa réaction. J'ai commencé l'interrogatoire. Ma voix était pleine d'autorité, comme un juge commençant un procès dans une salle d'audience. Pouvons-nous commencer, Monsieur Diaz? Nous avons dit que nous aimerions entendre vos idées innovantes. Le temps est précieux et nous avons encore beaucoup à dire. Chaque mot semblait être un coup de poignard à sa fierté. Marco se leva, tremblant. Ses mains ne cessaient de s'agiter, il ne pouvait pas les contrôler. Il essaya d'ouvrir son dossier, mais ses mains semblaient avoir une vie propre. Son esprit était vide, et aucun mot ne sortait de sa bouche. Ses yeux me fixaient, pleins de peur et de désespoir. Sa préparation, sa confiance, tout ce dont il était fier, s'évaporait comme de l'écume. Changeons de format, Monsieur Diaz, ai-je suggéré avec un petit sourire aux lèvres. Pour rendre notre conversation plus efficace, je poserai les questions et vous répondrez. Êtes-vous d'accord? Marco hocha la tête avec enthousiasme, comme un chien suivant son maître. Il n'avait pas le choix, il était sous mon pouvoir. J'ai commencé par poser des questions. Chaque question était une estocade, une démonstration de son incompétence. J'ai présenté des situations difficiles en affaires et des situations qui exigent des décisions rapides et intelligentes. Supposons que le prix des matières premières augmente de 30% en un mois. Comment gérerez-vous cela, Monsieur Diaz? Quelle est votre stratégie pour maintenir la rentabilité de votre entreprise? Aucune réponse valable n'est sortie. Ces réponses étaient faibles, pleines d'excuses et sans solution concrète. Et s'il y a une manifestation massive de citoyens au milieu de votre chaîne d'approvisionnement et qu'ils bloquent les routes principales? Comment pouvez-vous garantir que vos produits atteignent vos clients? Et comment allez-vous résoudre le problème avec les manifestants? Encore une fois, sa réponse était vide. Son incompétence était flagrante. Tout le monde dans la pièce a vu sa faiblesse. Son trône s'écroulait lentement. La dernière question est arrivée. Cette question n'était pas sur les affaires mais sur la moralité humaine.
Ma voix est devenue plus profonde et plus sérieuse. Dans votre mémoire, Monsieur Diaz, vous dites que la philosophie de votre entreprise est la confiance et la responsabilité. Très beau. Une très belle philosophie. Alors laissez-moi vous demander quelque chose de plus personnel, quelque chose qui semble être lié à votre philosophie. Supposons que vous ayez une conjointe qui soit à vos côtés pendant vos moments les plus difficiles, sacrifiant tout pour votre carrière. Elle vous a fait confiance et vous avez réalisé votre rêve ensemble. Mais quand le succès est venu, vous avez eu l'impression qu'elle ne le méritait plus. Vous l'avez trompée et abandonnée au moment où elle était au plus bas, quand elle avait le plus besoin de vous. Ce comportement correspond-il à votre philosophie de confiance et de responsabilité? Marco se leva soudainement. Tout son corps tremblait. Son visage devint bleuâtre. Ses yeux s'écarquillèrent de colère et de peur. Vous, murmura-t-il, sa voix étant à peine audible. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas accepter le fait que son ex-femme soit celle qui expose ses péchés. Je me suis levé. Mes yeux le fixaient droit dans les yeux. Je me suis approché de lui. Chaque pas résonnait comme la chute d'une épée. Ma voix a retenti forte et claire dans toute la pièce. Je vous le demande, Monsieur Diaz. Une personne qui a été irresponsable envers sa propre famille, une personne qui est incapable de tenir ses promesses envers celle qu'elle aime peut-elle être responsable d'un projet valant des millions de pesos? Un projet qui a un impact majeur sur l'économie de notre pays? Marco recula. Ses yeux étaient pleins de peur. Ses pas étaient incertains, et il finit par heurter le podium. Son visage était très pâle. Sa royauté s'était complètement effondrée dans son propre royaume. Il n'était qu'un misérable, une personne inutile, un symbole de sa propre ruine. J'ai sorti une copie révisée du contrat et je l'ai placée sur la table devant lui. Monsieur Diaz, voici le nouveau contrat. Votre entreprise, Diaz Global Import Corp, ne sera pas l'entrepreneur principal. Vous ne serez qu'un sous-traitant avec un petit profit de 5%. Et le droit de gérer votre entreprise sera temporairement transféré à un représentant d'Estrella Capital. Ses yeux lisaient le contrat. Ses mains tremblaient. Il savait qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire. Est-ce une humiliation? Non, c'est le prix de votre arrogance et de votre trahison. C'est le prix de votre manque de responsabilité. Le prix de votre cruauté. Marco n'avait pas d'autre choix que de signer. Ses mains tremblaient alors qu'il signait sa propre faillite, sa propre chute. L'ancien roi est devenu un esclave dans son propre royaume, l'ombre de lui-même. La justice a été rendue d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Marco revint de cette réunion comme un fantôme. Ses yeux étaient sans vie, ses épaules étaient voûtées. Son ancienne fierté avait complètement disparu. La Porsche rouge dont il se vantait autrefois semblait avoir perdu son éclat, un symbole de sa chute. Chaque pas qu'il faisait était lourd, comme s'il portait le monde entier. Son royaume s'est effondré et lui, l'ancien roi, n'était plus qu'une ombre dans son propre palais. Il venait au bureau tous les jours, mais il n'était plus le Marco Diaz craint et respecté qu'il était auparavant. Il n'était qu'un spectateur, une marionnette sans mouvement propre. Il s'asseyait dans son grand fauteuil derrière son bureau coûteux, mais ses yeux étaient vides, fixant le néant. Il regardait les représentants d'Estrella Capital diriger son entreprise, prendre des décisions qui étaient autrefois entre ses mains. Chaque signature qu'on lui demandait était un coup de poignard dans son cœur, un rappel de sa défaite. C'était encore plus douloureux que de faire faillite. C'était une mort lente, une torture sans fin. Son âme mourait lentement de jour en jour. La première chose qui se brisa fut son mariage avec Sofia Reyes. Quand Sofia apprit ce qui s'était passé, elle ne montra aucune sympathie ni compréhension. Au lieu de cela, ses yeux étaient remplis de colère et de dégoût. Elle n'hésita pas, elle demanda immédiatement le divorce. Ces mots étaient tranchants comme des couteaux perçant le cœur de Marco. Ce furent ses derniers mots avant qu'elle ne parte avec toute la richesse restante qu'elle pouvait obtenir. Elle trouva rapidement un nouveau millionnaire, une nouvelle victime prête à suivre ses désirs. Son amour, comme sa beauté, avait un prix. La deuxième branche qui fut coupée fut sa famille. La famille Diaz, autrefois symbole de richesse et de puissance, se désintégra complètement. La nouvelle de la chute de Marco fut comme un poison qui se propagea lentement dans leur maison. Aline Remedio, sa mère, qui était toujours derrière lui et donnait toujours de la force à sa fierté, ne put supporter le choc intense et le dégoût.
Elle tomba gravement malade. Ses paroles autrefois sévères furent remplacées par des soupirs et des larmes. Son amour, empreint de contrôle et de domination, n'apporta finalement que la destruction à sa propre famille et la détérioration du caractère de son fils. Son amour, qu'elle pensait être un bouclier, se transforma en poison. Ses rêves pour son fils se transformèrent en cauchemars. J'ai été témoin de tout cela grâce aux rapports et aux nouvelles qu'Angelo m'envoyait. En lisant chaque détail de leur chute, je n'ai pas ressenti la satisfaction que beaucoup attendaient. Je n'ai ressenti aucune vengeance. Au lieu de cela, j'ai ressenti une perte d'énergie, une profonde tristesse, la compréhension que la vengeance n'apporte pas le vrai bonheur. La vengeance ne guérit pas les blessures, elle ne comble pas le vide et n'efface pas la douleur du passé. Elle a juste apporté la paix, la fin d'une longue bataille. La blessure est toujours là, mais elle n'est plus à vif. Elle est devenue une cicatrice, un rappel de ce que j'ai traversé et de ma force. Mon histoire avec Marco s'est terminée là, par essence. La roue du destin avait tourné, et chacun faisait face aux conséquences de ses choix. Mon attention était entièrement focalisée sur Pio. Comment dire à mon fils que son père était un lâche et un manipulateur? Comment puis-je expliquer toute l'amertume et la douleur du passé? Finalement, j'ai choisi de protéger son cœur, son innocence. Je ne lui ai pas dit toute la vérité. Je lui ai juste dit que son père avait fait une grosse erreur et qu'il devait s'éloigner pour la corriger. Je veux qu'il grandisse en respectant son père, même si ce n'est qu'un fruit de son imagination. Je ne le laisserai pas vivre la douleur que j'ai vécue. Je ne le laisserai pas porter le poids du péché de son père. Pendant tout ce temps, Angelo Serrano a toujours été à mes côtés. Il n'est pas seulement un partenaire d'affaires mais un partenaire de vie, un meilleur ami qui est toujours prêt à écouter et à soutenir. Notre amour n'a pas été un feu soudain mais une combustion lente, un amour construit sur la compréhension, le respect et la confiance. Il aimait Pio comme son propre fils et nous a donné un vrai foyer, un endroit où nous étions en sécurité, aimés et heureux. Ses étreintes réchauffent mon cœur et ses sourires illuminent mon monde. Il est mon ancre, mon soutien, ma paix. À la fin de ce chapitre, j'ai ressenti un profond soupir de soulagement, une libération du poids du passé. Le karma n'est pas une vengeance mais un retour à l'équilibre. Mon cœur est en paix, et je suis prête à affronter l'avenir avec ma famille, pleine d'espoir et d'amour. Les cicatrices du passé se sont refermées et à leur place, un nouvel espoir a jailli. Mon histoire, mes amis, s'arrête ici. Le chapitre sombre et complexe de ma vie s'est enfin refermé, et avec la page tournée, un nouveau matin s'est levé à un avenir plein de lumière et de paix. Maintenant, mon monde ne tourne plus autour de l'ombre du passé mais autour de la chaleur de l'amour que me donnent Angelo et mon fils Pio. Notre maison n'est pas un grand manoir plein de décorations mais un refuge, un endroit où chaque coin est rempli de rire, de compréhension et de tranquillité. Au cours de mon voyage, j'ai appris de nombreuses leçons et des leçons que je veux partager avec vous, qui, je l'espère, serviront de guide sur vos propres chemins. La première leçon est pour les parents. Je me souviens d'Aline Remedio, mon ancienne belle-mère. Son amour pour Marco était sincère, je ne peux pas le nier. Mais son amour s'est transformé en malédiction. Un amour qui est contrôlé, et non compris, devient une prison. Dans son désir de protéger et de façonner son fils selon ses souhaits, elle n'a pas réalisé qu'elle détruisait elle-même son caractère. Le véritable amour d'un parent n'est pas le contrôle mais l'accompagnement. La compréhension et le respect sont les seuls fondements solides pour maintenir une famille unie et heureuse. C'est ce que j'ai appris de notre petite famille Angelo et Pio où chacun est libre d'être soi-même. La deuxième leçon est pour les enfants. Marco est l'exemple vivant de quelqu'un d'ingrat et d'irresponsable. Il a traité l'amour et le sacrifice des autres comme si c'était un droit, quelque chose qui n'avait pas besoin d'être apprécié. Être égoïste est une grande fosse que l'on creuse pour soi-même, et au bout du compte, on finit par y tomber aussi. Aucun d'entre nous n'a le droit de considérer l'amour de nos parents ou de quiconque se soucie de nous comme une obligation. L'amour est un cadeau, une bénédiction qui doit être chérie, remerciée et payée de retour par la bonté. Et la troisième leçon porte sur la nature humaine dans notre monde moderne. Au cours de mon voyage, j'ai appris à différencier la justice de la vengeance, le silence de l'action. J'ai vu comment la gentillesse est abusée. Parfois, la chose intelligente à faire est de défendre ses droits, pas de chercher la vengeance. Ce n'est pas de la vengeance mais le rétablissement de l'équilibre dans la vie. C'est une façon d'enseigner aux abuseurs que chaque action a une conséquence correspondante. Et finalement,
j'ai appris le vrai sens du pardon. J'ai pardonné non pas parce que Marco méritait d'être pardonné, j'ai pardonné parce que mon âme mérite la paix. Garder sa colère, c'est comme boire du poison et espérer que son ennemi mourra. La vraie paix ne réside pas dans la vengeance mais dans le pardon de soi et la libération du poids du passé. Car la meilleure vengeance est de vivre heureux, et il est clair que votre ennemi n'y parviendra jamais. À tous ceux qui m'écoutent, j'aimerais vous laisser un rappel, appréciez-vous. Ne laissez personne piétiner votre dignité. Chacun de nous a sa propre force et sa propre valeur. Après chaque tempête, si nous sommes assez forts, nous verrons un ciel plus clair et une aube radieuse nous attendre. Merci beaucoup d'avoir suivi mon histoire. L'histoire de Luna Ramos s'arrête ici. Que pouvez-vous dire des décisions de Luna? Y a-t-il quelque chose que vous feriez différemment si vous étiez à sa place? Partagez vos pensées dans la section des commentaires, je lis chacune d'entre elles. Si cette histoire vous a fait réfléchir ou a touché vos sentiments, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Partagez ceci avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait également s'y identifier.